format un peu plus atypique, sous forme d'atelier aussi. Donc le sujet, c'est l'accessibilité, et vous êtes pris en charge par Océane et Patrice. Voilà. Bonne session. Bienvenue à tous. Donc là, l'idée, ça va être de tester l'accessibilité du bout des doigts. Donc de vraiment faire comme si utiliser notre téléphone sans pouvoir le regarder, et donc tout à l'écouter. Donc je redis, si vous n'avez pas d'écouteurs, on a des écouteurs, et si vous voulez, pour vous mettre un peu plus dans l'immersion, on a des bandeaux pour vous bander les yeux. Donc aujourd'hui, on va parler d'accessibilité. On va parler d'accessibilité sous le prisme des déficiences visuelles. Quand on parle de déficience visuelle, on va parler ici des personnes aveugles et malvoyantes. Donc pour tout un tas de troubles, il peut y avoir de la DMLA, des glaucomes, tout ça, qui affectent du coup la vision, qui font que ces personnes ont une acuité visuelle qui est vraiment réduite. En France, on a environ 2 millions de personnes qui sont concernées du coup par ces troubles, donc aveugles ou malvoyants. Ça fait environ 3% de la population, donc c'est quand même un chiffre qui est assez conséquent. Et il est du coup important de les prendre en compte, notamment dans le développement de nos applications. Moi, c'est Océane Gillard, je suis dev full stack, donc je fais du web et du mobile chez Zenica. Et donc moi, Patrice Saint-Stéban, aussi développeur, formateur. Et donc moi, je fais full stack, donc web, cloud, mobile, un peu de tout. Alors, on va commencer par juste un rappel des réglementations. Donc en 2005, une première loi qui oblige les services publics à être accessibles. En 2019, ils ont étendu ça aux entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires. En 2023, donc comme ça a bien marché, ils ont étendu la sanction à 50 000 € et 6 mois. C'est plus de 6 mois de non-conformité. Et 2024, c'est le niveau européen qui arrive. Donc on voit bien qu'on est encore très loin d'avoir des services accessibles partout. En termes d'accessibilité, du coup, donc il y a différentes normes qui ont été éditées. Vous avez certainement entendu parler des WCAG, donc qui sont des règles au niveau international éditées par la W3C. Ces règles, elles ont 3 niveaux, donc il y a le A, AA et AAA. C'est différents niveaux sur l'accessibilité. Globalement, le niveau A, c'est l'accessibilité basique, on va dire. Et AAA, c'est vraiment quelque chose qui est très accessible et très performant pour les utilisateurs concernés. Côté français, du coup, il y a le RG2A, donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité qui a été créé, qui reprend en fait les règles du WCAG, mais il reprend uniquement les règles de niveau A et AA. Donc, comme Patrice disait juste avant, toutes les normes françaises, elles sont basées sur ce RG2A, donc les entreprises françaises doivent respecter les règles A et AA du WCAG. Alors du coup, un lecteur d'écran sur un smartphone, ça donne quoi? Donc, pour les utilisateurs d'Android, regardez sur votre Play Store si vous avez outils d'accessibilité Android qui sont installés. Si ce n'est pas le cas, installez-le le temps qu'on finisse les slides. Si vous avez l'écran désinstallé, ça veut dire que c'est déjà installé. Donc maintenant, la plupart des nouveaux systèmes, c'est déjà installé. Et donc c'est bon. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire là, c'est faire un petit récapitulatif des différents gestes qui existent et qui permettent de manipuler le téléphone une fois que le lecteur d'écran est activé, pour ensuite vous permettre de manipuler. Donc un des gestes les plus fréquents et qui va beaucoup être utilisé, ça va être le swipe, donc swipe à droite, swipe à gauche. Ça va être pour permettre en fait de se déplacer le focus sur l'élément suivant ou précédent de l'écran. Le sens n'est pas forcément intuitif, mais quand on swipe vers la gauche, on va à l'élément suivant. En gros, l'idée, c'est qu'on se dit on pousse l'élément. On pousse l'élément vers la gauche pour passer au suivant, on pousse vers la droite pour aller au précédent. Donc l'idée, c'est du coup, ça va permettre au lecteur d'écran de lire l'élément suivant au précédent et de savoir en fait où on en est sur la page. Deuxième possibilité possible, c'est de déplacer notre doigt sur l'écran. Tant qu'on reste appuyé, il lit tout ce qu'il y a dessus. Et dès qu'on lâche, il va sélectionner celui qu'on a fait. Alors du coup, là, en voyant tous les ateliers, la plupart du temps, on fait toujours que ce mécanisme-là.
parce qu'en fait, on a toujours notre vision de voyant et on veut aller directement sur le bouton. Mais sachez qu'en fait, les personnes ne savent pas comment est l'écran. Donc c'est vraiment plutôt la notion de passer d'un élément suivant qui est le plus utilisé. Et une fois qu'on a sélectionné un élément, on va double appuyer n'importe où sur l'écran, parce que je rappelle qu'en fait on ne sait pas où se trouve le bouton. On double tape n'importe où, et ça va faire l'action du bouton sur lequel on avait sélectionné. La saisie au clavier, elle est un petit peu particulière, notamment sur Android. Alors là, on décrit tous les gestes qu'on détaille peuvent être légèrement différents d'un OS à l'autre et d'une version d'OS à l'autre, donc on fait au mieux pour que ça soit le plus facile pour tout le monde. Mais bon, il ne faut pas vous étonner si votre téléphone ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Mais sur Android, en tout cas, la saisie au clavier, elle est un peu particulière. L'idée, c'est en fait, on va déplacer le doigt sur le clavier pour savoir en fait sur quelle lettre on est. Et au moment où on relève le doigt, là, la lettre va être saisie. Donc il n'y a plus de système de focus, de double tape, etc. C'est vraiment, on glisse, on attend d'avoir la bonne lettre, puis on lève le doigt. Ensuite, sur Android, donc en général, en fait, toutes les actions qu'on faisait avec un seul doigt, on va rajouter un deuxième doigt pour faire. Donc pour faire le scroll, ça va être avec 2 doigts. On a également sur Android le menu du lecteur d'écran, donc il va permettre de paramétrer un peu le lecteur d'écran, savoir par exemple qu'est-ce qu'on veut lire sur l'écran et configurer tous ces éléments-là. Donc le changement de mode de lecture, il est accessible en allant une fois vers le haut puis vers le bas, enfin une espèce de flèche. Et donc pour permettre de dire en fait je veux que mon lecteur d'écran lise caractère par caractère, mot par mot, paragraphe par paragraphe, qui passe de bouton en bouton. Enfin, on peut changer en fait toutes ces choses-là ou de titre en titre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont paramétrables et qui peuvent être changées directement en fait une fois qu'il est activé ou qu'on soit sur l'appli. Et de la même manière, on peut accéder du coup au menu un peu plus global, donc il va permettre de paramétrer la vitesse d'élocution, la hauteur du son, toutes ces choses-là. Ça va être du coup en appuyant avec 3 doigts sur l'écran, ça va ouvrir le menu d'accessibilité pour aller en fait paramétrer encore un peu plus le lecteur d'écran. Donc sur iOS, si vous voulez revenir à l'accueil et que vous n'avez pas un téléphone avec un bouton physique, il faut vraiment partir avec un doigt du bas de l'écran et remonter, et après lâcher. C'est un geste à apprendre, c'est pas facile. Et si on fait un Z, ça permet de retourner à la page précédente. Côté iOS, du coup, les déplacements sont pas pareils que sur Android. Sur Android, on vous disait, pour scroller sur l'écran, on va mettre 2 doigts. Sur iOS, ça va être 3. Donc simplement, on scrolle avec 3 doigts en même temps sur l'écran et ça va permettre de se déplacer sur la page. De la même manière, on peut aussi faire en sorte que le lecteur d'écran lise automatiquement tous les éléments à partir du haut ou du bas de la page. Donc pour le faire avec le haut, en fait, on va balayer vers le haut de l'écran avec 2 doigts et là, ça va déclencher la vocalisation, donc il va passer automatiquement sur chacun des éléments de la page. Donc on vous a mis des affiches avec les gestes. Là, c'est les pages plus complètes qu'on a prises sur un très bon site qui est fait par Orange et qui donne tous ces différents gestes et tous ces guides-là. Donc maintenant, ça va être à vous de faire. Donc, vous allez sur votre téléphone démarrer la lecture d'écran. Donc sur iOS, il faut aller sur Accessibility, VoiceOver. Et VoiceOver est coché pour l'activer. Sur Android, sur Accessibility, Talkback et utiliser le service. N'hésitez pas à brancher tout de suite vos casques, parce que du coup, dès que ça sera activé, ça va se mettre à parler. Pour le confort du coup, commencez par faire l'ETP directement. Donc il y a tout un tutoriel qui va vous donner les gestes principaux, les actions à faire. Et après... l'idée, c'est de vous bander les yeux ou de fermer les yeux pour essayer de vous mettre, de tester. Vous pouvez le faire à 2 pour avoir quelqu'un qui vous guide. Ça peut être des fois plus simple. On va laisser comme ça, non? De quoi? On passe ça tout de suite, si. Oui. Si tu veux. Et donc, du coup, là, l'idée de la faire là, dans la demi-heure, c'est déjà d'activer la lecture, comme on a fait tout à l'heure. De faire le tutoriel
Et ne le passez pas parce que ça va vraiment vous apprendre à l'utiliser. Après, d'essayer de lancer une calculatrice et de faire le calcul 18 x 23. Ensuite, de lancer une carte et de chercher la distance jusqu'à Zenica Nantes. Et enfin, d'aller sur le site Mobilis Immobilier et essayer de trouver le lieu de l'after party de ce soir. À votre tour maintenant. Donc allez-y, vous pouvez commencer. Et donc n'hésitez pas, si vous avez une question, on est là, on peut venir vous aider. Alors du coup, maintenant qu'on a pu tous tester, on va présenter quelques petites guidelines pour ça. Avant, quel est votre retour sur ça, votre ressenti? Ouais. Déjà, c'est très compliqué. On n'a pas l'habitude de l'utiliser comme ça et surtout, moi j'ai souvent des dossiers et pour rentrer dans le dossier, c'est pas pareil que de les avoir directement sur l'écran. Une autre remarque, c'est aussi sur certains applis, par exemple Waze, ils ne lisent pas les contenus de texte, mais ils donnent des noms techniques, genre description underscore, titre underscore, machin. Donc c'est pas géré et certains boutons ne sont pas labellisés. Ouais. On ne peut pas revenir en arrière dans certains cas. Toutes les applis ne le prennent pas en compte. Ah, c'est ça. Ah oui. Quelqu'un d'autre veut avoir un retour? Et pas facile du tout à prendre en main. Et j'ai été étonnée, donc le clavier au début on teste, ok, donc j'ai compris le principe, j'appuie longtemps, je lâche, ça fait ma lettre. J'arrive sur la calculatrice, ça marche pas pareil pour les chiffres sur la calculatrice. Et là, oh non, faut tout comprendre comment ça fonctionne, et rien que ça en fait, c'est déjà très compliqué. Ouais. J'ai vu qu'il y avait aussi quelque chose lié à la langue. Moi, mon téléphone, il est en anglais. Et donc, il y avait des contenus en français qui lisaient avec la voix anglaise, mais le contenu en français. Et des fois, il switchait en voix française. Mon clavier aussi, il n'arrêtait pas de switcher entre les deux. Je pense que ça dépend des configs. Mais je pense que ça doit être compliqué, si on parle plusieurs langues, de switcher entre différents contenus et de... Alors ça, sur un site internet, si on met l'attribut langue, ça donne la langue du site. Et je pense qu'en mobile, il y a aussi la possibilité de dire dans les applications mobiles la langue de l'application. Et après, dans le menu, donc en faisant 3 doigts, on a la langue pour parler. Et là, on peut changer. On l'a vu là. Ouais. Parce que là, j'ai eu le même problème. Moi, il est en français, tout est en français. Mais quand je suis passé sur le site Mobilis Immobilier, il est basculé. Ça a changé de voix. Je suis passé d'une voix masculine à une voix féminine. Et la voix féminine essayait de dire en anglais des mots français. Et donc, c'était incompréhensible. Au-delà de l'accessibilité malvoyant, moi je vois que c'est compliqué de naviguer, même quand on a des difficultés motrices et qu'on souhaite se déplacer. On a du mal à se déplacer quand il y a beaucoup de contenu. Notamment, moi sur la page d'accueil, j'ai un widget qui affiche mon calendrier et du coup il parcourt tous les éléments de mon calendrier avant de me proposer l'action de rechercher une application. Donc voilà, même au-delà de l'accessibilité malvoyante, tout ce qui est accessibilité motrice est compliqué, je trouve.
Et on l'a utilisé pendant quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, et j'ai déjà une espèce de fatigue auditive de juste quelqu'un qui me parle en permanence dans l'oreille. C'est ça. Bah nous, du coup, on n'en a pas parlé un peu au début, mais en fait, on travaillait à la Maïf tous les deux. On devait refaire l'application mobile en Flutter. Et on avait les règles d'accessibilité à mettre en place. Donc, on en a fait des heures à faire de la lecture au clavier. On l'a appris qu'après avoir fini notre mission, mais pour les développeurs, dans les paramètres, il y a la possibilité en fait de transformer la voix en juste sous-titres. Et donc en fait, ça permet de faire la même chose, mais du coup sans déranger tout l'open space. Mais du coup, on ne l'a pas dit avant, parce que sinon c'est pas marrant. Et donc c'est pareil, il y a aussi, vous pouvez aussi activer des raccourcis. Par exemple, soit une petite icône qui reste en permanence, ou en appuyant sur volume haut et volume bas longtemps. Et ça permet d'activer et désactiver. Et donc du coup, quand on fait les tests, ça permet d'aller directement à la partie qu'on va tester. Et puis après on teste, ça va plus vite. Donc là, du coup, on va vous présenter quelques généralités. On va parler en mode web, les actions à faire en mode web, sachant qu'en fait, sur les applications mobiles, il y a tout plein de fonctionnalités qui permettent de faire la même chose. On ne les a pas listées parce que ce n'était pas le but de vous donner un cours de programmation, mais plus une ouverture de qu'est-ce qu'il faut faire. Dans un premier temps, ce qui est conseillé quand on a une image sur un site, ça va être ou une application, ça va être de toujours apporter une alternative textuelle à cette image. Ça va être valable donc pour quand le lecteur d'écran du coup va lire l'image, comme ça il saura comment la décrire. C'est aussi valable dans plein d'autres contextes, si on n'a pas assez de réseau, que l'image n'est pas chargée, ou toutes ces choses-là. Donc toujours apporter une alternative textuelle à l'image, grâce à la balise alt, notamment en HTML, sachant que si l'image n'a pas vocation à être vocalisée parce que c'est juste une image décorative ou quoi, on peut aussi mettre la balise alt simplement avec une chaîne vide, ce qui va permettre de dire « Ok, je sais que cette image existe et je sais qu'elle est dans mon DOM, mais par contre, je sais aussi que je ne veux pas qu'elle soit lue en fait parce qu'elle n'a pas d'intérêt. » En Flutter, typiquement, il y a le exclude semantics, le widget exclude semantics qui permet de faire ça aussi. Ou le semantics pour donner l'image, enfin le texte. Donc ensuite, on va avoir souvent des éléments que l'on ne veut pas vocaliser, donc soit des éléments décoratifs, soit des éléments qu'on va remplacer par un texte global. Donc on va utiliser aria label ou en Flutter exclude semantic. Il y a la même chose aussi en Docker Compose. Les autres après on ne sait pas. Et voilà, il y a tout sur tous les frameworks c'est possible. Une autre recommandation aussi, c'est que l'information ne doit pas être portée uniquement par la couleur. Parce que si on ne peut pas voir la couleur pour X ou Y raison, en fait, du coup, on ne va pas être capable, par exemple, de lire ce graphique-là si on si on ne voit pas correctement et on ne va pas savoir, même si on voit et on voit ces vers, ok, ces vers c'est bien, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire succès? Est-ce que ça veut dire ces vers parce que c'est écologique? Est-ce que ça veut dire... il y a plein de choses. Donc c'est hyper important. Du coup, de toujours, pareil, apporter en fait une alternative, rajouter une petite légende qui va dire, là, du coup, c'est succès, apporter une alternative textuelle aussi, que en fait, mettre le label, par exemple, de cette partie-là, dire, c'est les recherches API qui sont en succès. Par exemple, en fait, rajouter cette information-là, l'information véhiculée par la couleur, l'ajouter à la lecture d'écran, idéalement aussi visuellement, pas faire juste du vert, mais faire du vert avec un petit check, quelque chose comme ça. Mais voilà, toujours en fait penser à véhiculer l'information de plein de manières différentes pour que tout le monde puisse la comprendre. Ensuite, l'idée, ça va être d'énoncer les éléments importants en premier. Donc typiquement, dans une appli de mail, donc on l'a vu, on peut détecter qu'on est en lecture d'écran et du coup, programmatiquement, aller rajouter un bouton écrire un mail tout de suite après. Et donc ça nous permet de ne pas avoir à parcourir toute notre liste de mails avant de pouvoir écrire
un message. Et deuxièmement, quand on va lire tout ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir le nom, la date, l'heure, ainsi de suite. On peut directement changer l'ordre du texte en écrivant nous-mêmes notre texte, en mettant le sujet du mail, et ainsi de suite, en réorganisant les informations pour donner les informations importantes en premier. De la même manière, du coup, l'ordre de focus peut être réorganisé du coup, et redéfini. Ça, donc, en HTML, il y a le tab index. Côté Flutter, c'est le semantic order. Donc, qui vont permettre, là, par exemple, on est sur une télécommande. Donc, le focus classique, entre guillemets, du coup, va de gauche à droite. Donc, focus refray 1, 2, 3, puis volume O, 4, 5, 6, chaîne plus. C'est pas forcément quelque chose qui est pertinent parce que c'est pas comme ça qu'on a pensé l'interface. Donc on peut réordonner tout ça, dire je veux d'abord focus les boutons dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Puis volume haut, volume bas, puis chaîne plus, chaîne moins, par exemple. Donc ça, c'est toutes des choses pareilles qui peuvent être reconfigurées sur les options d'accessibilité des sites. Ensuite, vocaliser les changements de contenu. Quand on a un formulaire et que tout d'un coup il y a eu un message d'erreur qui arrive parce que le formulaire s'est pas bien validé, si à aucun moment on indique au lecteur d'écran qu'il y a eu quelque chose, en fait la personne elle va continuer à se demander qu'est-ce qui se passe, elle va être obligée de reprendre au début de sa page pour essayer de voir s'il y a quelque chose. Et donc du coup en HTML on a la balise ARIA Live qui va permettre de dire attention, ce contenu, il faut le lire. Et il y a deux paramètres, donc on a assertive et polite. Donc assertive, il va arrêter la lecture en cours et il va directement le mettre, donc ça peut être violent. C'est pour ça qu'il y a la version polie qui attend qu'il ait fini de parler avant de lire les éléments. Et après, dans les autres frameworks, il y a des services à importer avec directement le texte qu'on veut faire lire. Le semantic service, notamment en Flutter, qui va faire ça aussi. C'est hyper important aussi de toujours bien regrouper les éléments qui ont du sens ensemble dans une même page. Par exemple, quand on va avoir un label avec des inputs, ça c'est quelque chose qui est assez connu et courant, d'avoir le label du radio button, par exemple, avec la liste de radio button, toujours bien penser en fait à les lier ensemble, à dire cet élément-là et le label de cette liste-là. Ça, c'est utile pour le lecteur d'écran parce qu'en fait, quand on va focus, par exemple, l'option cola, si juste il nous dit cola, c'est bien, mais j'en fais quoi de cette info, je ne sais pas. Mais c'est utile aussi pour les personnes voyantes parce qu'en fait, on va savoir que quand on va appuyer sur le label, potentiellement, ça focus l'input. C'est vraiment utile pour tout le monde. Donc ça se fait alors en web via le ARIA Label By. Côté HTML, donc qui va permettre de lier les éléments comme ça entre eux. Côté Flutter, il y a aussi des options, mais je les ai plus en tête là-dessus. Donc après, l'autre élément, c'est de permettre de la navigation par en-tête et par contrôle. Donc en fait, dans les menus de navigation, on peut en fait changer en mode caractère par caractère ou en mode header par header, ce qui nous permet en fait d'aller directement sur tous les titres et puis après on continue à lire la suite. Et donc pour cela en HTML on a tous les headers H1, H2 et tout ça, et après en sémantique, dans le label sémantique, on peut mettre que c'est un header pour dire que là le texte qu'on a c'est un titre. Et du coup, c'est hyper important d'indiquer clairement le rôle de chacun des éléments qu'il y a sur la page, savoir qu'est-ce qui est un texte, qu'est-ce qui est un bouton, qu'est-ce qui est un titre, un header, etc., etc. Côté HTML, alors il y a les rôles qui permettent de le faire, mais de manière générale, en fait, en HTML5, il y a plein de balises natives qui existent. On en utilise assez peu au quotidien parce qu'on n'est pas forcément familiarisé, mais dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que vraiment, là, tous les rôles qu'on a mis, par exemple, il y a des balises qui existent pour ça. Il y a des balises articles, main, etc., etc. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. Pareil, avec la sémantique de Flutter, il y a 1 milliard d'options qui peuvent être activées pour dire ça c'est un bouton qui a du contenu ou pas, qui peut être focus ou pas, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent et qui sont en fait hyper importantes à catégoriser pour permettre ensuite
personne de savoir comment je peux interagir moi avec cet élément et à quoi il sert. Parce que si on a juste un texte qui est cliquable et qu'on ne lui dit pas que c'est cliquable, l'utilisateur en fait va pas pouvoir s'en servir au final. Et après en Flutter, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un semantic mode. On peut en fait démarrer l'application en mode sémantique, c'est-à-dire qu'il n'affiche plus rien que des carrés avec les textes de ce qui se passe. Et donc ça permet de démarrer ça, de tester que notre application, on peut faire tout ce qu'on peut faire normalement avec ça. Ensuite, souvent, tous les frameworks sont accessibles, tous les design systems le sont, mais c'est pas parce qu'en fait on a un framework, un design system qui est accessible que notre application l'est aussi. Et du coup, en fait, si on a oublié de mettre une alternative, si on a oublié de faire, on a fait un élément custom, et ainsi de suite, elle ne l'est pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est tester. Et tester, on peut tester avec des trucs automatiques, mais seulement 30% de l'accessibilité est testable de manière automatique. Et donc, le seul test qu'on peut faire, c'est manuellement. Donc, ce que vous avez fait avec un lecteur d'écran, avec un clavier, et ainsi de suite. Alors là, on va juste faire un petit récapitulatif du coup de tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant. Ce qui est conseillé du coup, donc pour les images, on le disait, ça va être de toujours apporter une alternative textuelle à l'image ou à la vidéo. D'ailleurs, les deux sont valables. Donc voilà, toujours être capable de la décrire pour que le lecteur d'écran puisse savoir ce qui est présenté sur cette image. Donc après, du coup, de vraiment avoir une mise en page qui va être claire dans le bon ordre et pas de répartir le contenu un peu partout pour qu'on puisse comprendre vraiment ce qui se passe. Bien penser également à structurer les contenus en HTML5 ou avec les éléments, les widgets qui vont bien. Ne pas se dire, en fait, mon texte c'est un titre parce qu'il est en police grasse et qu'il est en police plus grosse que les autres. Oui, effectivement, visuellement, il va ressortir, mais par contre, s'il n'est pas... si on ne sait pas que c'est un titre vraiment en termes de sémantique, ça ne va pas marcher. Donc après, vraiment pouvoir concevoir les applications pour qu'elles fonctionnent au clavier et pas qu'à la souris et avec le doigt. Donc on l'a bien vu qu'en fait les lecteurs d'écran, en fait, c'est comme un clavier. En fait, on fait tab pour aller à la suite. Donc voilà. Et enfin, il faut bien penser toujours à rédiger des liens et des titres qui soient suffisamment descriptifs. C'est-à-dire qu'en fait, un élément qui prend le focus a du sens en lui-même. Si on a tout un paragraphe, par exemple, avec une toute petite partie qui est cliquable, du coup, le bouton qui dit simplement « cliquez ici », cliquer ici pour faire quoi. Ça peut être potentiellement nécessaire du coup de rajouter un bout de sémantique là-dessus et d'aller dire cliquez ici pour faire le texte que j'ai décrit dans mon paragraphe juste avant, pour ajouter un speaker, pour je ne sais quoi. Donc merci. Et du coup, est-ce que vous avez quelques questions? On a du temps pour les questions. Merci pour le talk, c'était super. Moi j'ai une question, parce que vous avez parlé au début d'une refonte d'une application chez une assurance. C'était une refonte ou déjà je ne sais plus si c'était une refonte ou de la création? C'était une refonte, et ils avaient une application Android et iOS, okay. Et on a refait une nouvelle application en Flutter pour les deux. Ok. Et du coup, en termes d'accessibilité, vous avez commencé sur quoi comme sujet? Parce que du coup, c'est quand même assez vaste. Quand on est sur une application qui est assez vieille et qui ne l'est pas du tout, je parle d'accessibilité, on a énormément de sujets à traiter et du coup, on ne sait pas trop par où commencer. Quel était votre premier objectif en termes d'accessibilité sur la refonte? Comme c'était une nouvelle application, on repartait de zéro. Ouais, donc en fait, on reprenait depuis le zéro. Et donc, on était vraiment à écrire tout le design system, donc à rendre accessible tous les éléments pour après la suite. Ce qui était intéressant, c'était qu'on avait donc une société qui allait faire un audit, qui faisait des audits régulièrement de l'accessibilité de l'application. Mais directement, les designers, les PO, l'a contacté avec les écrans de ce qui allait passer. Et du coup, la société disait attention, il faudra bien vérifier ça. Les testeurs étaient aussi sensibilisés à ça, donc ils nous faisaient des tests en directement. Et après, il y avait des audits réguliers dessus. Donc en fait, ça faisait partie vraiment des critères importants de l'accessibilité. Merci.
coup. Oui, tu disais que finalement le testing, c'est 30% qu'on peut faire sur l'accessibilité. Il n'y a pas moyen d'automatiser de manière un peu plus... je sais pas, sur les labellisations justement des liens, etc. Il y a peut-être des choses qu'on peut essayer d'apporter pour vérifier qu'on respecte à minima justement un certain nombre de guidelines sur l'accessibilité. Est-ce que vous avez essayé de pousser, de quelle manière vous avez géré justement ces tests-là, hormis en les faisant vous-même, en emmerdant tout le monde dans l'open space? C'est assez difficile à automatiser parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la logique, même la logique visuelle, la perception. Par exemple, tu vois le bouton tout à l'heure, je mettais un bouton cliquer ici. Il a un texte, ce bouton. Il est accessible. Si on le tag comme étant un bouton, c'est bon. Mais ça, c'est du niveau peut-être A du WCAG. C'est cliquer ici, ça ne me dit pas ce qu'il va faire, ce bouton. Ça me permet pas de savoir vraiment quoi en faire. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont aussi de l'ordre de la perception, même l'ordre de focus sur la page. Un outil automatisé va pas forcément être capable de dire ça c'est l'ordre logique et ça c'est pas logique, quoi. Donc c'est un peu ces difficultés-là qui font qu'on peut pas beaucoup automatiser. Typiquement, détecter les balises alt sur les images, ça effectivement c'est automatisé, les outils le font. Mais pour autant, il y a plein de choses en fait qui relèvent de l'humain, de la subjectivité, de la manière dont on utilise l'appli et de se dire ça c'est ok et ça c'est pas conforme. Donc au-delà des guidelines au développement, c'est les guidelines côté UX UI. Ouais, et puis même, en fait, dans les WCAG, il y a les règles, donc on disait, il y a 3 niveaux de règles, donc jusqu'à AAA. AAA, c'est vraiment très, je sais pas, aller déterminer, par exemple, si un label est pertinent. Comment on détermine si un label est pertinent ou non? Aller faire en sorte que, je sais pas quoi, ça va être accessible facilement. C'est pareil, en fait, c'est pas facile de déterminer des règles pour un automate ou quoi que ce soit pour déterminer tout ça. On avait des tests aussi, on faisait des tests unitaires d'accessibilité sur notre design system. Avec Flutter, il y a des choses qui permettent de le faire. Moi, ça m'est déjà arrivé comme ça d'avoir certaines couleurs. Il y a des tests notamment sur les contrastes de couleurs et les ratios, les tailles de texte. Il y en a peut-être d'autres, mais je les oublie. La sémantique aussi. Mais parfois, en fait, il y a des choses qui vont remonter en erreur dans le test, alors qu'en fait, quand on le teste sur d'autres plateformes ou via d'autres outils, là, ils seront bons. Donc, c'est pas toujours facile, en fait. Oui, moi j'ai une simple question par rapport au projet que vous avez pu peut-être croiser. À part les banques, assurances et l'État qui ont des budgets infinis, est-ce qu'il y a d'autres cas que vous avez pu voir, des clients qui demandent d'implémenter l'accessibilité? Parce que moi aussi, dans ma carrière, j'ai pu implémenter l'accessibilité et c'était toujours du public. Est-ce que les privés cherchent aussi à implémenter ça? Et si vous avez des exemples de ça? Parce que moi, je vois, c'est vraiment un frein et c'est pas quelque chose qu'on met en priorité. Parce que vous avez même montré au début, c'est 2 millions de personnes, on va dire, sur 60 millions. Est-ce que c'est un... Parce que pour moi, c'est plus de la sensibilisation que vraiment quelque chose qu'on peut croiser au quotidien, quoi, dans notre métier. Alors nous, personnellement, on n'a fait que ce projet-là, donc on ne peut pas répondre. Les 2 millions, c'est que pour les non-voyants. Donc il y a plein d'autres handicaps qu'il faut aussi adresser. Et puis en fait, il y a aussi des handicaps partiels. Typiquement, je ne sais pas si vous vous rappelez l'application SNCF Connect, quand ils sont sortis avec le mode full noir et tout ça, qui se sont rendus compte que quand en fait, on est sur notre quai de train avec le soleil, en fait, on ne voyait rien. Et du coup, impossible d'utiliser l'application. Ça, c'est un handicap aussi à prendre en compte. Et là, ça peut toucher aussi beaucoup plus de monde parce que le nombre de gens qui prennent le train, qui utilisent l'application SNCF Connect est quand même leur cœur de métier. Donc voilà. Donc c'est vraiment à sensibiliser. Et en fait, l'idée, c'est que en tant que développeur, si
vous y pensez régulièrement, le fait de rajouter simplement la petite balise, le petit widget supplémentaire, ben, c'est pas grand-chose à faire en mode développement que de revenir après. Ça prend beaucoup de temps. Donc, à nous, en tant que développeurs, d'être force de proposition et de l'imposer, même si on nous dit que c'est pas important. C'est quand même important. Et pour le domaine privé, la réglementation est sur les grosses entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires, mais normalement, ça devrait être pour tout le monde. Oui, dans ce genre de cas, oui, j'avais croisé des clients qui voulaient aller sur un secteur précis et l'accessibilité leur permettait justement de se rapprocher de certaines personnes, en fait. Et c'était ça un peu le but aussi, d'avoir un peu l'image un peu commerciale, moi je trouve aussi, mais c'est une bonne démarche. Mais derrière, c'est pas forcément leur idée première, quoi. Leur idée première, c'était de se rapprocher de quelqu'un et du coup, ils implémentent l'accessibilité. Voilà, c'était un peu dans ce sens-là. Mais après, l'accessibilité peut aussi apporter d'autres choses. C'est-à-dire qu'en fait, si on met des balises alt à toutes nos images, en fait, le moteur de recherche, il va les indexer aussi. Donc, ça va servir le SEO de nos sites. Côté donc, en SEO, fait, je suis d'accord, oui, bien sûr. Si on permet de pouvoir utiliser avec le clavier, en fait, ça permet d'utiliser les gens qui utilisent un clavier, de le faire. Enfin, ça aide. Enfin, voilà, on se rend compte que rien que d'ajouter ces trucs-là, ça peut aider tout le monde. Ouais, en fait, c'est juste pour te répondre rapidement en 2 points. Beaucoup de sociétés, notamment celles qui ont un intérêt, donc un ROI qui leur paraît évident, style e-commerce. Parce que le marché, entre guillemets, des personnes handicapées ou quoi que ce soit, ça représente plusieurs millions de personnes et largement plus des deux dont on parlait là, parce qu'effectivement, c'est les malvoyants et les non-voyants. Tu peux rajouter les daltoniens, les personnes à mobilité réduite, etc. etc. Les sourds, on n'en a pas parlé aussi. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs sociétés pour lesquelles ça devenait important à partir du moment où ils y voyaient un intérêt, justement, dans le domaine de la vente. Donc évidemment, il y a un ROI, si le ROI est évident, ils vont y aller, effectivement, sinon ça a un coût qui est énorme pour des petites sociétés. Maintenant, le 25 juin, il y a l'European Accessibility Act qui va passer, et là, les amendes vont devenir beaucoup plus salées et le chiffre d'affaires sera beaucoup réduit pour l'accessibilité. Donc ça va pousser les gens, y compris du domaine du privé, à basculer dans un mode beaucoup plus accessible. Et les seuils vont être grandement réduits et les amendes vont être beaucoup plus chères. Voilà. Bon, après, dans tous ces trucs-là, ils commenceront à attaquer plutôt les gros avant. Mais bon, c'est vrai que c'est important de dire que c'est un truc à prendre en compte. Merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir une nouvelle fois. Je suis désolé, je mets un peu fin aux questions parce que pour que vous ayez le temps, être sûr que vous ayez le temps d'aller chercher à manger. Pour rappel, il n'y a pas à manger sur la conférence, mais vous trouverez facilement autour. Néanmoins, vous êtes là toute la journée, donc n'hésitez pas à venir poursuivre les échanges avec Patrice et Océane. Merci à vous, bon appétit, à tout à l'heure. Merci à tous.